Welcome to Frenchy Tales. Make your learning journey fun and exciting with engaging stories. Je m'appelle Clara. J'ai 33 ans et je suis la mère de 3 filles, Anna, Sophie et Chloé. Elles sont tout pour moi. Tout ce que je le fais pour elles. On dit que le métier de mère est le plus difficile au monde. C'est vrai. Mais être mère toute seule, sans aide, sans repos, sans personne sur qui compter, c'est encore plus dur. Personne ne peut vraiment comprendre, sauf s'il l'a vécu. Ma vie n'a pas été facile. Ce n'est pas une histoire heureuse. Ma mère est morte quand j'étais petite. Je me souviens encore de sa voix douce, de ses mains qui coiffent avec mes cheveux et de la façon dont elle chantait pour m'endormir. Quand elle est partie, le monde est devenu plus froid. J'ai dû grandir vite. Il n'y avait personne pour me guider ou me protéger. Des années plus tard, j'ai cru avoir trouvé quelqu'un à aimer. Je croyais que je ne serais plus jamais seule. Mais je me suis trompée. Mon mari m'a quittée alors que notre plus jeune fille, Chloé, était encore un bébé. Un matin, il est parti et n'est jamais revenu. Aucun appel, aucun message, pas d'argent, juste le silence. Je ne sais toujours pas pourquoi. Depuis, il n'y a que mes filles et moi. Je n'ai ni frère ni sœur. Je n'ai pas d'amis proches, ni de famille près de moi. Nous vivons dans un petit appartement de 2 pièces, dans un quartier bruyant. Les murs sont vieux et fissurés, et parfois, le chauffage ne fonctionne pas. Mais c'est quand même notre maison. Chaque mois, je m'inquiète pour le loyer. Chaque visite au magasin est une épreuve. Qu'est-ce que je peux acheter et qu'est-ce que je dois laisser? Je ne suis pas allée à l'université. Je ne pouvais pas. Pendant que les autres étudiaient, moi, je m'occupais de bébés et je faisais 2 boulots. Aujourd'hui, je travaille comme chauffeuse de taxi. Je ne possède pas la voiture, je la loue, et cela me coûte presque tout ce que je gagne. Je conduis tôt le matin jusqu'à tard le soir, je prends des gens et je les dépose partout dans la ville. Certaines personnes sont gentilles. Elles sourient, me demandent comment je vais, donnent un pourboire. D'autres sont impolies. Certaines ne paient pas. Certaines ne disent même pas merci. Mais je continue. Je dois continuer. Je conduis parce que mes filles ont besoin de manger. Elles ont besoin de vêtements quand elles grandissent. Elles ont besoin de livres et de fournitures pour l'école. Certains jours, mon corps me fait tellement mal que j'ai du mal à bouger. Certaines nuits, je rentre, je tombe sur le canapé et je pleure en silence pour qu'elles ne m'entendent pas.
Mais ensuite, je les regarde endormis sous leur couverture et je me sens forte à nouveau. Anna est l'aînée. Elle a 10 ans. Elle est intelligente et gentille. Elle m'aide à cuisiner, aide ses sœurs avec les devoirs et me dit même de me reposer quand elle me voit fatiguée. Sophie a 7 ans. Elle est douce et curieuse, toujours en train de poser des questions sur les étoiles et la mer. Chloé a 5 ans. Elle est pleine de joie. Son rire illumine toute la pièce. Après mes longues journées, je m'assieds à côté de leur lit. J'embrasse leur front et je dis « Je t'aime ». Je leur dis qu'elles sont en sécurité, que peu importe la difficulté de la vie, je n'abandonnerai jamais. Je n'ai pas une grande maison, je n'ai pas une belle voiture ni une famille riche pour m'aider. Mais j'ai mes filles, j'ai ma force, j'ai mon amour, et cet amour me donne de la force. Cet amour me fait avancer. Cet amour est la raison pour laquelle je me lève chaque jour et je recommence. Je suis seule, mais je suis forte. C'était un jeudi soir froid de fin novembre. Le ciel était couvert de nuages gris foncés et une pluie fine tombait sans arrêt. J'étais en retard pour aller chercher les filles à l'école. J'avais pris du retard avec mon travail de taxi à cause d'un pneu crevé plus tôt dans la journée. Il a fallu 1 heure pour le réparer, et cela m'a coûté plus d'argent que je ne pouvais me permettre de perdre. Anna était assise sur le siège avant, regardant par la fenêtre, sans parler. Sophie et Chloé étaient à l'arrière, portant leur manteau, les joues rouges à cause du froid. Le chauffage de la voiture de location fonctionnait à peine. J'ai tourné le bouton à fond, en espérant qu'il nous apporterait un peu de chaleur. « Maman, j'ai froid », dit doucement Chloé, sa petite voix tremblante. « Je sais, ma chérie », répondis-je tendrement, essayant de rester calme. « On sera bientôt à la maison, d'accord ? Encore un petit peu. » Les rues étaient calmes, trop calmes. Ce genre de silence qui vous rend nerveux. Les lampadaires au-dessus de nous étaient faibles et clignotaient, projetant de petits cercles de lumière sur la route mouillée. Les essuie-glaces faisaient un bruit aigu, mais la pluie était si forte qu'ils n'arrivaient pas à dégager le pare-brise assez vite. Je tenais le volant plus fort. La route était glissante et chaque virage semblait dangereux. Mes mains étaient gelées et tremblaient de stress, mais je ne pouvais pas m'arrêter. Nous étions encore loin de la maison, et si je rendais la voiture en retard, encore une fois, je devrais payer un supplément. Cela ruinerait tout mon budget de la semaine.
Sophie essaya de remonter le moral à tout le monde. Maman, tu te souviens de l'histoire de l'ours qui s'était perdu en ville? Je souris légèrement. Celui qui croyait que les taxis étaient de gros pots de miel jaunes? Elle éclata de rire, et même Chloé esquissa un sourire. Les entendre rire, même un tout petit peu, réchauffait mon cœur. Mais alors, le vent s'est levé. La pluie s'est transformée en grésil glacé et je pouvais à peine voir la route devant moi. Mon cœur battait plus vite. J'ai ralenti et me suis penchée en avant, essayant de voir à travers la vitre trouble. Un virage serré approchait, le seul endroit sur la route que j'ai toujours détesté. Pas de lumière, pas de panneau, juste une route noire et une pluie battante. J'ai mis le clignotant, appuyé lentement sur le frein et commencé à tourner le volant. C'est là que c'est arrivé. Une lumière vive, soudaine, un bruit sourd. J'ai entendu le métal se briser, le verre éclater. Une douleur a traversé tout mon corps. La voiture a tourné, ma tête a frappé quelque chose de dur. Mes bras ont bougé sans contrôle, et puis rien, juste le silence, un silence froid et profond. Quand j'ai ouvert les yeux, je ne voyais que du blanc. Le plafond au-dessus de moi devenait flou, puis clair, puis flou à nouveau. J'entendais des machines qui bipaient. L'air sentait l'hôpital propre, mais étrange. Ma bouche était sèche. Tout mon corps me faisait mal, comme si j'avais été percutée par quelque chose de très lourd. Chaque partie de moi était en douleur. Ma jambe me lançait. Ma tête était lourde, comme si elle était sous l'eau. Où étais-je? Puis, soudain, je me suis souvenu. Les filles, mes filles. La peur m'a traversée comme une flamme. J'ai essayé de me redresser, mais mon corps ne bougeait pas. Anna, Sophie, Chloé, ai-je murmuré, la gorge sèche et douloureuse. Une infirmière était venue à mon chevet. Elle avait des yeux chaleureux et parlait doucement. « Ne bougez pas, s'il vous plaît, dit-elle gentiment. Vous avez eu un accident de voiture. » Mes filles, soufflai-je, à peine capable de parler. Est-ce qu'elles vont bien? Où sont-elles? Elle m'a pris doucement la main. Elles sont en sécurité. Elles sont ici. Des larmes ont rempli mes yeux immédiatement. Une vague de soulagement m'a envahi. « Je veux les voir, dis-je, la voix tremblante d'émotion.
Quelques minutes plus tard, la porte s'est ouverte et je l'ai entendue. Maman. 3 petites silhouettes ont couru dans la chambre. Elles ont sauté sur le lit et m'ont entourée de leurs bras. Elles m'ont embrassée sur les joues, m'ont tenu les mains et ont pleuré contre mes vêtements. J'ai pleuré avec elles. Je me fichais de la douleur. Je me fichais des machines, des bandages, de tout ce qui me faisait mal. Tout ce qui comptait, c'était qu'elles étaient là, en sécurité, en vie. Puis un médecin est entré. Son visage était grave. Il m'a dit que j'avais la jambe cassée et qu'il faudrait une opération. Après cela, plusieurs semaines de repos et de guérison seraient nécessaires. Mais je dois travailler, dis-je. J'ai un loyer à payer, des factures, 3 enfants à m'occuper. Il a baissé les yeux et dit doucement « Vous devez vous reposer. Si vous ne guérissez pas, cela pourrait empirer. » Puis il m'a annoncé la pire nouvelle. Le taxi que je louais était complètement détruit. Et pire encore, j'avais percuté une voiture de luxe. Le propriétaire voulait de l'argent pour la réparer. Une énorme somme. 20 000 $. Plus que tout ce que je pouvais imaginer posséder. J'ai caché mon visage dans mes mains et j'ai pleuré plus fort que je ne l'avais fait depuis des années. Mes filles m'ont serré encore plus fort. À ce moment-là, je ne savais pas quoi faire. Je me sentais perdue, effrayée, plus seule que jamais. Mais ce que je ne savais pas encore, c'est que quelque chose allait bientôt changer. Le lendemain matin, j'ai regardé par la fenêtre de l'hôpital. Le ciel était gris et la neige avait commencé à tomber, recouvrant la ville de blanc. Mes filles étaient assises à côté de moi, dessinant sur des bouts de papier qu'une infirmière leur avait donnés. Je pouvais à peine bouger. Ma jambe était dans un plâtre lourd. Des tubes étaient insérés dans mes bras. Ma tête était embrouillée et mon cœur rempli d'inquiétude. Je devrais être en train de conduire. Je devrais gagner de l'argent. À la place, j'étais coincée dans un lit. Je ne savais pas comment nous allions tenir la semaine. Encore moins comment payer les réparations de la voiture ou les frais d'hôpital. Cette nuit-là, après que mes filles se soient endormies sur les chaises à côté de mon lit, j'ai regardé le plafond et murmuré une prière. Elle n'était ni longue, ni compliquée, juste un cri silencieux, dans l'obscurité. S'il vous plaît, je ne sais pas qui m'écoute, mais j'ai besoin d'aide. Je ne peux plus faire ça toute seule. Le lendemain, quelque chose de surprenant s'est produit. Une infirmière est entrée dans la chambre en tenant son téléphone.
Ses yeux brillaient d'excitation. « Clara, dit-elle, ton histoire se répand. »« Qu'est-ce que tu veux dire ?» demandai-je. Elle m'a montré son téléphone. Un journaliste local avait écrit un article sur moi. Il parlait de l'accident, de ma vie de mère célibataire et de mes filles. Il y avait aussi des photos. Une de moi tenant Chloé quand elle était bébé. Une autre de Sophie et Anna souriant à l'école. Au début, je me suis sentie gênée. Je ne voulais pas que les gens aient pitié de moi. Mais, quand j'ai lu les commentaires, des larmes sont revenues, cette fois, des larmes d'espoir. Les gens montraient de l'amour, du soutien, de la compassion. Puis, les dons ont commencé. D'abord, c'était de petites sommes, 10 $, 20 $. Mais de plus en plus de gens ont donné. Bientôt, c'était des centaines, puis des milliers. Des messages venaient d'inconnus, de partout. Vous êtes si forte. Ma mère m'a élevée seule aussi. Vous me rappelez elle. Prenez soin de vos magnifiques filles. Nous sommes avec vous. Je n'en revenais pas. Il y a quelques jours à peine, tout semblait s'effondrer. Maintenant, des gens que je n'avais jamais rencontrés m'aidaient. L'espoir revenait, doucement. Puis, 2 jours plus tard, j'ai reçu un appel. La voix était calme et grave. « Bonjour, est-ce que je parle à Clara ?»« Oui. Qui êtes-vous » demandai-je. « J'ai lu votre histoire. J'ai vu les photos de vos filles. Je veux vous aider. » Ma poitrine s'est serrée. « Pourquoi ? Qui êtes-vous ? » « Vous le saurez bientôt, dit-il. Puis, la ligne est devenue silencieuse. Je ne savais pas quoi penser. Était-ce une blague, un piège ou quelque chose de réel ? 2 jours plus tard, la porte de ma chambre d'hôpital s'est ouverte. Un groupe de personnes est entré, des infirmières, des bénévoles et d'autres que je n'avais jamais vus auparavant. Ils portaient des fleurs, des couvertures douces, des jouets pour les filles, des livres et des manteaux chauds pour l'hiver. Puis, un homme est entré derrière eux. Il avait environ 30 ans. Il portait un manteau simple et un grand sac. Ses yeux étaient bienveillants, du genre à comprendre la douleur et à ne pas détourner le regard. Il s'est approché et s'est assis près de mon lit. « Vous ne me connaissez pas, dit-il, mais je connais votre histoire. » Je suis restée silencieuse. Je l'ai regardé avec confusion, un peu de peur et un peu d'espoir.
J'ai lu ce qui vous est arrivé. J'ai vu à quel point vous êtes forte. Je voulais vous aider. Des larmes ont de nouveau rempli mes yeux. Je ne sais même pas quoi dire. Vous n'avez rien à dire, répondit-il. Laissez-moi juste vous aider. Dans les jours qui ont suivi, lui et son équipe ont tout payé, tous les frais d'hôpital jusqu'au dernier centime. Ils m'ont même donné une carte avec de l'argent pour la nourriture, les vêtements et ce dont mes filles avaient besoin pendant que je guérissais. J'étais sous le choc. Je ne pensais pas que ce genre de choses arrivait dans la vraie vie. Chaque jour, il revenait. Il s'asseyait avec moi. Il parlait avec mes filles. Il leur apportait des livres de coloriage, des goûters et des sourires chaleureux. Il ne demandait jamais de remerciements. Il ne cherchait pas l'attention. Il était juste là, avec bienveillance. Un après-midi, j'ai finalement demandé « Pourquoi faites-vous tout ça ? Qu'attendez-vous de moi ?» Il a esquissé un léger sourire. « Rien. Quelqu'un m'a aidé un jour. Je ne fais que rendre l'appareil. » Ces mots sont restés en moi. Pendant si longtemps, j'ai cru que je ne comptais pas. J'ai cru que j'étais seule. Je pensais que la gentillesse était pour les autres, pas pour moi. Mais maintenant, la gentillesse avait un visage, une voix, un cœur. Et petit à petit, j'ai commencé à ressentir quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. J'ai commencé à croire que peut-être, moi aussi, je comptais. Je suis restée à l'hôpital pendant encore 2 semaines. Chaque jour, je me sentais un peu mieux. Ma jambe me faisait toujours mal, mais moins qu'avant. Et petit à petit, l'espoir revenait. Des gens bienveillants continuaient d'envoyer des messages. Des bénévoles venaient avec de la nourriture, des vêtements et des sourires. Mes filles avaient enfin de bonnes bottes d'hiver. Elles riaient davantage. Elles dormaient bien la nuit. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai pensé « Peut-être qu'on va s'en sortir ». Puis quelque chose de incroyable s'est produit. Le jeune homme qui nous avait aidés, il s'appelait Daniel, est entré dans ma chambre un matin avec un grand sourire. « Tu peux t'asseoir dans un fauteuil roulant aujourd'hui ?» a-t-il demandé. « Je pense que oui, ai-je répondu. »« Parfait, dit-il. On va faire un petit voyage. » Mon cœur s'est mis à battre plus vite. « Où ça ?»« Tu verras, dit-il. » Ils m'ont aidé à m'installer dans le fauteuil roulant. Mes filles marchaient à mes côtés. Nous sommes montés dans un van. Daniel a donné une adresse au chauffeur que je ne connaissais pas.
La neige tombait pendant le trajet. Je regardais par la fenêtre, me demandant où nous allions. Mes filles gloussaient à côté de moi. Je me sentais nerveuse, excitée, un peu effrayée. Au bout d'environ 20 minutes, le van a tourné dans une rue calme. Les maisons étaient grandes et propres. De la neige couvrait les jardins. Puis le van s'est arrêté. « C'est ici », dit Daniel. J'ai regardé dehors. Une belle maison à 2 étages se dressait devant nous. Elle avait une porte bleue, une balançoire sur le porche et de la fumée sortait de la cheminée. Une lumière chaleureuse brillait aux fenêtres. « Ce n'est pas pour nous, ai-je murmuré. Daniel a ouvert la porte du van avec un sourire. « Si, bienvenue chez toi. » Des larmes ont rempli mes yeux. Non, c'est trop. On ne mérite pas ça. Daniel a secoué la tête. Clara, tu as traversé tant d'épreuves. Tu ne dois rien à personne. Cette maison est à toi, pas de loyer, pas de piège, juste un endroit sûr pour toi et tes filles. J'ai commencé à pleurer. Mes filles ont crié de joie et ont couru jusqu'aux marches. Sophie a tourné la poignée et a crié « Mama, c'est ouvert !» À l'intérieur, la maison sentait la cannelle et le pain. Il y avait des meubles, un petit sapin de Noël, une cuisine avec de la nourriture, 3 lits avec des couvertures colorées, un petit bureau avec des livres pour les filles. Je suis restée debout dans le salon, tellement reconnaissante que je ne pouvais plus tenir debout. Je me suis laissée tomber au sol et j'ai pleuré. Je n'aurais jamais cru que ce jour arriverait, ai-je dit. Daniel s'est assis à côté de moi et a souri. Et pourtant, il est là. Dans les semaines qui ont suivi, la vie a commencé à redevenir normale. J'ai guéri. Mes filles ont repris l'école et se sont fait des amis. J'ai commencé à aider dans une banque alimentaire pour redonner à mon tour. Pour la première fois, j'avais le temps de réfléchir, de rêver. Un jour, Daniel s'est assis à la table de la cuisine avec moi. « Clara, dit-il, quel est ton plus grand rêve ?» J'ai essuyé mes mains avec une serviette. J'ai toujours voulu ouvrir ma propre boutique. Un endroit où la nourriture serait bon marché et où aucune mère ne devrait s'inquiéter pour l'argent. Daniel a souri. « Réalisons-le, dit-il. » J'ai ri. « Daniel, c'est un grand rêve. » « Pas avec la bonne aide, dit-il. Et il le pensait vraiment. En quelques mois, des choses incroyables ont commencé à se produire. Les dons continuaient d'arriver.
Une personne généreuse nous a offert un vieux bâtiment. Des bénévoles sont venus pour nous aider à le rénover. Ils ont peint les murs et installé des étagères. Un boulanger local a promis de livrer du pain frais chaque jour. Puis, un beau matin de printemps, nous avons coupé le ruban et ouvert les portes. Ce n'était pas seulement un magasin, c'était un symbole d'espoir. Un lieu construit avec amour, seconde chance et personnes bienveillantes. Les clients entraient avec le sourire. Certains partageaient leurs histoires. J'ai embauché d'autres mères célibataires comme moi. Je vendais du lait pour bébé à bas prix. Même quand on ne gagnait pas beaucoup, je gardais le magasin ouvert. Parce que je me souvenais de ce que c'était que de n'avoir rien. Je n'étais plus seulement une mère. J'étais une entrepreneur. J'étais quelqu'un qui pouvait aider les autres. J'étais une femme qui était tombée, mais qui s'était relevée parce que quelqu'un avait tendu la main. Chaque soir, avant d'éteindre les lumières, je traversais le magasin et je murmurais un petit « merci à la vie » à Daniel et à chaque inconnu qui avait cru en moi. Je n'oublierai jamais Daniel. Oui, il a changé ma vie, mais plus encore. Il m'a rappelé quelque chose que j'avais perdu. Que les bonnes personnes existent encore. Que la gentillesse est réelle. Que les cœurs brisés peuvent guérir. Alors maintenant, cher ami, voici qui je suis. J'ai commencé avec presque rien, juste une voiture empruntée et un cœur rempli d'amour pour mes filles. Aujourd'hui, j'ai un foyer, une boutique et surtout une famille remplie d'espoir. Merci de m'avoir écouté. Merci de croire en la gentillesse. Si cette histoire vous a touché, je vous invite à découvrir mon podcast. On y parle de sujets de la vie réelle, comme la vie au village contre la vie en ville, des petites choses qui façonnent qui nous sommes, et même des façons d'apprendre le français naturellement, à travers des histoires et des conversations. Vous trouverez le lien dans la description ci-dessous. C'est un endroit pour le cœur, l'espoir et le développement personnel. N'oubliez jamais, n'abandonnez jamais, ne cessez jamais de croire en la bonté des gens. Et souvenez-vous toujours, les miracles existent. Thanks for joining Frenchy Tales. Don't forget to like, subscribe, and keep learning through stories. See you next time.